Pour cet épisode-ci de Mélanie Consulte, je m'y suis prise autrement que je fais habituellement. D'habitude, j'ai un problème, j'appelle quelqu'un à l'aide, on essaie de décortiquer mon comportement. Cette fois-ci, j'avais envie de rencontrer une neuropsychologue parce que ça m'intriguait vraiment beaucoup de savoir qu'est-ce que ça fait une neuropsy. Quand je l'ai appelée pour savoir si elle voulait participer à Mélanie Consulte, j'ai rien compris de ce qu'elle fait. J'avais vraiment beaucoup de difficultés. C'était comme pas assez concret pour moi. J'arrivais pas à suivre. Puis elle a eu la générosité de me dire, ben, tu devrais venir à ma clinique. Je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. On va passer des tests et on fera l'entrevue ensemble à Mélanie Consulte et je te donnerai tes résultats. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je veux en apprendre plus sur la neuropsy. Je veux en apprendre plus sur ce que Dr. Joanne Lévesque fait dans la vie. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de la rencontrer. Puis j'ai bien hâte de voir qui c'est qu'elle va m'annoncer sur mon cerveau. Merci beaucoup, Joanne, d'être là avec moi pour notre épisode qui m'intrigue depuis la seconde où on s'est parlé au téléphone. Oh C'est my God. plaisir. Oh my God. C'est vraiment un privilège parce que c'est peu connu la neuropsy. Ça se peut-tu? Tu sais, comme, moi, je m'intéresse beaucoup à tous les types de médecine complémentaire ou médecine alternative. Là, j'ai pas osé me lancer, mais tu sais, quand on en a parlé tantôt, tu me disais, tu sais, mettons pour le commun des mortels, la neuropsy, le but. Je l'ai même pris en note pour le dire comme il faut, c'est identifier et éliminer les limitations du cerveau pour aider les gens à se réaliser. Presque ça. Oui, mais oui, en fait, la neuropsychologie, à la base, ça c'est plus le neurofeedback que tu viens de décrire, mais la neuropsychologie, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui dans le cerveau fonctionne pas en relation avec des problèmes cognitifs, mettons des problèmes d'attention ou des problèmes émotionnels, mettons l'anxiété ou des problèmes de comportement comme, je sais pas moi, l'hyperactivité. Ouais. C'est ça qu'on fait. On évalue les capacités avec des tests neuropsychologiques standards. Puis, suite à cette évaluation-là, ça nous permet de dire, ah, ben, cette personne-là, là, elle a un problème de lecture. Fait que c'est cette région-là ici qui fonctionne pas bien. Ou, cette personne-là, elle a des problèmes d'organisation, de planification. Fait que dans son cerveau, c'est ici que ça se passe. C'est ce morceau de cerveau-là qui fonctionne pas bien. C'est ça, la neuropsychologie. OK, fait que la neuropsy, c'est qu'on sait déjà d'avance où se passe quoi là, dans le cerveau, donc. Pas mal. De mieux en mieux. Pour tout le monde, c'est dans les mêmes places? Pas mal. Pas mal, pas mal. OK. Fait que Oui. c'est comme toutes des petites boîtes compartimentées, puis dans chaque petite boîte compartimentée, il y a nos capacités physiques, émotionnelles, comportementales, tout est caché dans le cerveau. Là, tu sais, j'ai Exactement. l'air un peu weird, là, c'est parce que pour moi, c'est tellement, tu sais, c'est tellement pas concret, mais de savoir que c'est classé, ça m'aide. C'est ça. Oui, oui, c'est classé. Mais c'est pas juste des régions, hein, c'est important. On a pensé ça au début du 20e siècle, ou même fin du 19e, que, je sais pas, moi, là, il y avait même la région du vin, pour comprendre les connaisseurs de vin. Oui, c'est ça. Non, non, mais on est passé à d'autres choses. Et maintenant, on sait que c'est des circuits. Toutes les techniques de neuroimagerie, donc, qui nous permettaient d'imager le fonctionnement du cerveau en temps réel, ben, ça nous a permis de mieux comprendre que, finalement, c'est pas une région, une fonction, mais c'est plutôt un circuit, une fonction, parce que c'est plus qu'une région. C'est tout un circuit qui va être impliqué souvent dans une capacité. C'est pas juste une petite région dans notre cerveau, là, mais pour la plupart des gens, c'est exactement la même chose. Pour tous les êtres humains, la nuance, je te dirais, c'est pour ceux qui sont droitiers ou gauchers, le langage chez les gauchers va être un peu plus réparti gauche-droite, tandis que chez les droitiers, c'est beaucoup plus localisé à gauche. C'est ça la différence. OK. OK. Donc, la neuropsychologie au Québec, ça existe depuis quand? Mon Dieu, depuis un bon bout de temps, depuis, moi je te dirais au moins les années 50, certainement, peut-être même un peu avant. Ah oui, avant. Oui, mettons
40, mais pour pas me tromper, là, les années 40, mais il y a eu un gros boom par rapport à la neuropsychologie, là, plus dans les années 80, 90 encore plus. Là, dans les années 2000, avec la décennie du cerveau, il y a eu vraiment, ça a vraiment pris racine, mais au Québec, oui, il était possible déjà de se faire évaluer en neuropsychologie, là, même dans les années 80. C'était juste vraiment pas connu à ce moment-là. C'est ça, ben, en tout cas, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu, moi, j'ai vraiment un manque de connaissances totales par rapport à ça. Là, toi, tu es neuropsychologue. C'est ça que tu fais dans la vie. Puis là, tantôt, j'ai comme donné la définition du neurofeedback. Neurofeedback. OK, vas-y donc. Ben, c'est parce que moi, je suis neuropsychologue, mais je fais une neuropsychologue, normalement, ce que ça fait, là, c'est que ça évalue tes capacités. Bon, mettons ton intelligence, tes capacités d'attention, tes capacités de mémoire à long terme, mémoire à court terme, de raisonnement. Donc, toutes ces capacités-là que tu utilises à tous les jours, les neuropsychologues, ils évaluent, ils comparent tes résultats à une norme, puis ils disent, ben, selon la norme, tes forces, c'est ça, tes faiblesses, c'est ça. Puis, en fonction de tes forces et tes faiblesses, ben, voici comment tu pourrais faire pour mieux fonctionner dans la vie. Bon, exemple, quelqu'un qui aurait un TDA, TDAH, ben, une des choses qu'on peut proposer, c'est effectivement une médication psychostimulante. Exemple, le Ritalin ou le Concerta. Mais moi, ce que je trouve ça difficile quand j'ai fait ma formation de penser que j'annoncerais des mauvaises nouvelles à journée longue. Donc, dire aux gens tout ce qu'ils ont comme difficulté, hein, parce que les gens, ils consultent pas parce qu'ils vont bien, ils consultent parce qu'ils vont pas bien. Il faut que je trouve pourquoi ils vont pas bien. Puis, en termes d'intervention, quand tu es neuropsychologue classique, je veux dire, comme la grande majorité de mes collègues, ben normalement, tu n'as pas beaucoup d'options, d'outils à offrir, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour vraiment améliorer le fonctionnement du cerveau de quelqu'un. Il y en a, là, mais c'est limité quand même. Alors, moi, ça me fatiguait, fait que j'ai comme voulu chercher une solution avant de m'attarder au problème. Fait que c'est là que je me suis lancée vers l'étude, si on veut, du neurofeedback. J'ai approfondi cette approche-là en faisant mon stage postdoctoral. Donc, quand tu veux devenir chercheur, il faut que tu fasses un doctorat. Après ça, il faut que tu fasses 2 stages postdoctoraux. C'est long, c'est vraiment très long. Moi, j'en ai fait un, puis j'ai arrêté cela. Ouais. Mais dans le cadre de mon stage postdoctoral, en fait, j'ai étudié, j'ai appliqué la technique du neurofeedback. Je veux dire, c'est quoi tout de suite après? Au TDAH. Parce que mon fils avait un TDAH, puis je cherchais une solution pour lui. Je voulais l'aider, lui, a priori. Parce que je voulais pas le médicamenter, parce qu'il réussissait bien à l'école. Fait que je disais, c'est poche d'être obligé de le médicamenter si ça va bien à l'école. Fait que j'ai voulu chercher une alternative à ça. Puis c'est de même que j'ai découvert le neurofeedback. Mais le neurofeedback, ce que c'est vraiment ça, c'est que ça te permet de prendre le contrôle sur l'activité électrique de ton cerveau en temps réel, puis à le modifier en faisant un effort conscient. Je peux te donner un exemple concret parce que c'est pas super clair juste de même. S'il te plaît. Supposons que tu as de la difficulté à gérer tes émotions. Ben moi, ce que je vais voir dans ton cerveau, c'est que ici, il y a de l'activité électrique qui est trop lente la plupart du temps. C'est-à-dire que notre cerveau, nos cellules nerveuses, ils se parlent de 2 façons. Ils se parlent de façon électrique, puis ils se parlent de façon neurochimique. L'aspect électrique, ça s'enregistre très facilement avec un EEG. Il y a peut-être des gens qui ont déjà fait un EEG parce qu'ils faisaient de l'épilepsie, supposons. Ben, quand on se met 19 électrodes sur la tête, là, puis qu'on enregistre quelque chose, ben, c'est l'activité électrique qu'on enregistre dans le cerveau. Ben, moi, je fais ça. Je fais des EEG, mais quantitatifs. Ça, c'est un détail dans lequel je ne veux pas entrer aujourd'hui. Tantôt, on va regarder ton cerveau, on va bien comprendre mieux, en fait. Mais supposons, moi, que je vois ici, là, ça circule, l'électricité circule bien, bien lentement dans ce coin-là. Ben moi, je vais soupçonner que chez toi, tu as des difficultés d'autorégulation émotionnelle parce que la plupart du temps, c'est des symptômes que les gens vont avoir. Fait qu'en neurofeedback, ben moi, je peux t'entraîner à corriger la lenteur qui est ici. Tu vas réussir à prendre le contrôle de ça puis à renverser la situation. Mais vraiment. Corriger consciemment, toute seule chez nous, en faisant des choses toute seule chez nous? Malheureusement, non, pas encore. J'aimerais bien ça. Ouais, parce que j'aimerais ça que les gens puissent s'entraîner. Moi, ma vision du neurofeedback, là, c'est vraiment un outil comme un ordinateur. C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir, un système d'entraînement de son cerveau pour pouvoir juste éloigner les limitations qu'on peut avoir. C'est ça, je disais, quand on se parlait au tout début, ben, pour moi, la pratique du neurofeedback, c'est un moyen vraiment efficace de repousser les limites des gens sur le plan de ce qu'ils peuvent accomplir. Tu sais, si tu viens au monde avec un problème d'attention ou une prédisposition à être anxieux,
ta vie, elle sera pas pareille comme celui qui vient au monde avec pas ça du tout. Quelqu'un qui est super concentré, qui est bien zen dans la vie, ça fait pas deux vies pareilles du tout. Mais ce qui est le fun, moi, je trouve, avec le neurofeedback, c'est que je suis capable de changer la trajectoire des gens en corrigeant le fonctionnement neuroélectrique, en changeant littéralement, en optimisant le fonctionnement neuroélectrique du cerveau des gens. Mettons que je vois si j'ai compris quelque chose, là. Est-ce que c'est aller jouer dans les circuits? Oui. OK. Fait c'est comme si tu redirigeais les circuits dans un autre circuit. Est-ce que je comprends bien? En fait, la plupart du temps, là, je fais changer la fréquence, la vitesse avec laquelle le courant électrique se promène entre les cellules nerveuses. Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont liés au fait que le courant électrique, ce qu'on appelle aussi l'influx nerveux, mais le courant électrique, quand il circule entre les cellules nerveuses, il va trop lentement. Fait que la région, elle marche pas. Cette région-là, l'activité électrique circule comme si tu étais en train de relaxer profondément, mais qu'en réalité, tu es bien réveillé, puis tu essayes de gérer tes émotions, ça marchera pas, là, parce que la région qui est censée t'aider fonctionne comme si tu relaxais. Elle est pas prête à faire sa job, elle. Fait que moi, ce que je fais en neurofeedback, c'est que je l'oblige à changer de vitesse. Un peu comme en auto, quand on change de vitesse en première, deuxième, troisième, même affaire. On fait accélérer, en fait, la vitesse avec laquelle le courant électrique, la fréquence avec laquelle le courant électrique circule entre les cellules nerveuses. OK, je pense qu'il faut que je parte de plus loin que ça d'abord. On recule dans ma compréhension, là. Donc, tu sais, je comprends que chaque organe dans le corps a ses raisons d'être, là. Mais le cerveau, si je comprends bien, parce que tu dis que la partie ici qui va réguler les émotions, c'est donc, parce que, tu sais, souvent avec, tu sais, en thérapie ou en psychologie, tu sais, souvent les émotions, on va aller dans le senti. Là, tu es en train de me dire que les émotions sont dans le cerveau. Tu sais, fait que là, je suis comme un peu confrontée. Oui. Mais en fait, là, les émotions, tu les ressens, mais tu as des régions de ton cerveau qui sont en relation avec le ressenti de tes émotions. OK? Tu as peut-être déjà entendu parler des amygdales qui sont ici, de chaque côté, qui sont en lien avec la peur. C'est probablement une des régions qui a été du cerveau qui a été le plus nommée en lien avec les émotions. Quand on parle du cerveau émotionnel, ben, c'est différentes régions de notre cerveau qui sont en lien avec des émotions. C'est-à-dire que quand tu vis une émotion, ces régions-là s'activent. OK. Ils vont médier, si on veut, l'émotion. Ah, là, je comprends. OK. OK. OK, c'est pour ça. OK, merci, ça s'en vient, là. C'est parfait. C'est pour ça que ben, j'apprends. C'est pour ça Ben que oui. sur ton site, tu sais, j'ai vu que à travers les services, là, mettons, la neuropsychologie et la neurofeedback peuvent aider les gens qui ont un TDAH ou un TDA, qui Mhm. ont des commotions cérébrales, parce qu'une commotion cérébrale aussi, j'imagine que c'est un ralentissement de la vitesse ou j'imagine que c'est recréer des circuits à ce moment-là. Je suis en train de catcher, hein? C'est ça qui se passe? Oui, oui, c'est OK. exactement ça. Puis pour Oui. l'anxiété aussi, parce que l'anxiété fait partie, j'imagine, des peurs qui sont dans les amygdales. Tu vois, moi, je pensais pas qu'ils étaient les amygdales, tu comprends? Oui. C'est d'autres sortes d'amygdales. T'en as ici, puis t'en as là. Fait que l'anxiété aussi, ça va aller jouer, j'imagine, parce que ça Oui. touche à la peur. Oui, ben oui. Puis en fait, l'anxiété, même que ce soit pour, ce qui est vraiment intéressant dans ma perspective à moi, c'est que ce soit pour un TDA ou un TDAH, que ce soit pour un problème d'anxiété, ben il n'y a pas juste un pattern d'anomalie dans le cerveau qui va être en lien avec ces deux diagnostics-là. Ça se manifeste pas toujours exactement de la même façon. Il y a comme deux, trois, des fois quatre façons de voir que le cerveau fonctionne pas correct, mais que cette façon de fonctionner-là va être en lien avec un TDA ou un TDAH, puis que ça va être une autre façon qui va fonctionner le cerveau pour une autre personne qui a un TDAH. Fait qu'il y a différents patterns, puis ce sera pas donc la même chose qu'on va proposer pour aider, dépendamment de ce qu'on va voir. Fait que les nouvelles créations de circuits sont différentes d'une personne à l'autre, d'un problème à Oui, l'autre. Il n'y a pas de exactement. formule. Il n'y a pas de formule. Non, absolument pas. C'est pas, comme on dit en anglais, un one size fits all. C'est pour ça que moi, avant de toucher au cerveau de qui que ce soit, ben, je vais l'évaluer vraiment comme il faut. Je vais l'évaluer d'un point de vue
neuropsychologiques avec des tests standards, des questionnaires standards. Fait que là, moi, ça me donne une bonne idée de ce que tu as déjà là. Quand on me consulte juste pour un TDAH, si on veut, ou un TDA, quelqu'un chez qui on soupçonne des problèmes d'apprentissage ou des problèmes plus importants, ben là, on va faire une évaluation vraiment exhaustive. On va évaluer toutes les capacités. Toi, ce que tu as fait, c'est ce qu'on on a baptisé notre évaluation signature, c'est-à-dire les gens ou les enfants, les adultes qui ont fonctionné correct toute leur vie, ou les enfants qui vont à l'école, qui sont pas en échec scolaire, qui comprennent bien quand on leur parle, qu'on soupçonne pas du tout qu'il y ait des problèmes d'apprentissage, puis qui sont clairement pas déficients intellectuels, ben ces gens-là, au lieu de leur faire passer une batterie de 6 heures de tests, ben je vais commencer par faire une espèce de screening. Je vais faire ce nous on appelle notre évaluation signature, qui dure vraiment pas longtemps, puis qui me permet moi d'avoir une crème de bonne idée de ce que la personne va avoir, mais pour une fraction du prix, parce que ça coûte très cher les évaluations neuropsychologiques. Fait que moi, avant de faire dépenser 2000 dollars à quelqu'un, je le ferai pas si je peux faire ça pour le tiers du prix. Là. Si je sais que je vais arriver à la même affaire, là, je vais juste réduire mon temps puis le coût que ça va engendrer. C'est sûr que j'ai hâte que tu m'expliques un peu, mais j'ai hâte, puis je suis un peu stressée qu'on parle de mes résultats, mais j'aimerais ça revenir quand tu as commencé tes études, tu étais en neuropsychologue parce que tu tripais là-dessus. Puis quand tu as pris conscience que ton fils il avait un TDAH, tu t'es dit, je veux pas le médicamenter. Fait que tu as poussé tes recherches plus loin, tu es allé faire de la neurofeedback. Puis comment ça s'est passé avec ton fils, en fait? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent pas aller vers la médication dans la vie. Là, Oui. Ben, en fait, il y a 28 ans, mon fils. Fait que c'était une autre époque, là. Mais ce que je peux dire, c'est que à toutes les années, à partir de la maternelle, les enseignants me disaient, vous savez, Madame Lévesque, votre garçon est beau, j'y parle, il dérange. Je disais, ben oui, mais il réussit, tu sais. Fait qu'il réussit. Moi, je disais au professeur, dans mon rôle de maths, regarde, moi, je vais faire ma job à la maison, mais dans la classe, s'il vous plaît, encadrez-le, faites avec, parce que moi, j'ai pas l'intention de le médicamenter tant qu'il réussit aussi bien. C'était pas une option pour moi. Okay. Puis, c'était une autre époque, donc il y avait plus, je pense, de tolérance, pour une raison ou pour une autre. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas ce qui s'est perdu en cours d'année, là, mais ça s'est perdu. Je pense que c'est peut-être juste too much la vie aujourd'hui. Juste plus aujourd'hui dans une classe. Peut-être aussi. Peut-être ça, ouais. Peut-être aussi. Puis c'est juste que c'est vraiment parce qu'il n'y avait plus d'amis, parce que socialement c'était difficile, que j'ai voulu l'aider autrement, parce qu'il réussissait toujours aussi bien à l'école. Mais quand mon garçon a fait partie de mon postdoc, dans le fond, puis qu'on l'a entraîné, dans mon postdoc, en fait, on scannait le cerveau des enfants avant puis après un entraînement en neurofeedback. Puis pendant qu'on les scannait, on leur faisait faire une tâche standard d'attention puis de contrôle moteur. Fallait pas qu'ils bougent, fallait pas qu'ils parlent, fallait qu'ils se contrôlent sur le plan moteur, puis il fallait qu'ils fassent un effort attentionnel. On l'a fait avant, puis on l'a fait après, puis la différence était spectaculaire, tellement qu'on a gagné un prix. Moi, j'ai gagné un prix pour ce projet de recherche-là parce que on avait fait vraiment avancer beaucoup la compréhension de ce qui se passait en lien avec le neurofeedback dans le cerveau. Avant, quand on entraîne les enfants dans leur cerveau, écoute, j'ai eu peur parce que il y avait pratiquement rien d'activé en lien avec l'attention ou le contrôle moteur. C'est comme si ça marchait pas pantoute, ces circuits-là dans leur cerveau. Puis là, tu parles de 20 enfants. Je disais, oh my God, moi, c'est mon postdoc, je peux pas me planter. J'ai vraiment eu peur. Fait que là, du coup, non, on y va, vienne que pourra. Et j'ai entraîné, donc, de façon standard, les enfants. Mais là, ce que je fais pas en clinique, mais que j'ai dû faire dans le cadre du projet de recherche, c'est que tous les enfants avaient le même protocole d'entraînement, peu importe les anomalies que je voyais. Puis ça, c'est les projets de recherche, c'est comme ça. En clinique, c'est vraiment du sur-mesure. On va déterminer, ben toi, il faut que tu améliores telle affaire, le protocole est spécifique à toi. Mais en tout cas, bref, malgré que c'est des protocoles standards, quand j'ai rescanné les enfants après, toujours dans les mêmes conditions, ben là, tout le circuit lié aux capacités d'attention et tout le circuit lié aux capacités d'inhibition était activé de façon comparable aux enfants normaux. Fait que sérieusement, là, moi, naïvement, suite à ça, je donne une entrevue à la revue Enfants Québec, une journaliste de la revue Enfants Québec. Écoute, du jour au lendemain, moi, j'étais au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine dans ce temps-là. Du jour au lendemain, je me suis ramassée avec 2 ans d'attente. Les parents m'ont trouvé, ils voulaient que j'entraîne leurs enfants. J'avais même pas de bureau, j'étais même pas en pratique clinique. Là, j'étais juste sous le choc de mes résultats, puis
de l'efficacité de la technique. Puis c'est là que j'ai changé d'idée, que je suis devenue clinicienne au lieu de rester chercheur. Puis pour mon fils, ça a super bien été, mais lui, 40 heures, il n'en a pas eu assez. Et je l'ai entraîné à peu près 70 heures au total parce qu'il avait tout un TDAH. Ah ouais? Oui, mais aujourd'hui, il va super bien. On est associés depuis... on travaille ensemble depuis que 21 ans. Donc, ça fait 7 ans qu'on est associés, puis ça va super bien. Est-ce qu'il est aussi neuropsychologue? Non, lui est en affaires. C'est quelqu'un qui est plus dans le domaine business, dans le fond. Là, il m'a aidé parce que il me disait, il dit, tu sais, toi, maman, t'es comme un boulanger. Ta spécialité, c'est de faire du pain. C'est pas de gérer des employés, c'est pas de payer des comptes, c'est pas. Il dit, regarde, moi, je vais m'occuper de ça, je vais faire croître d'une façon sur laquelle on va s'entendre, puis toi, ça va pas faire ta job de clinicienne. Fait que c'est comme ça qu'on est devenu une équipe. Il a dit, toi, maman, t'es bonne pour développer des concepts puis gagner des prix. C'est bon? C'est ça. Mais OK, fait que, visiblement, c'est quelque chose qui était utile, fonctionnel, puis il y a beaucoup d'enfants qui ont comme participé à justement ces cliniques-là, qui ont été entraînés. Là, je pense que j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire entraîner. Ah oui, hein? Ça va Ouais. être plus facile d'expliquer entraîner quand je vais t'avoir montré ton propre EEG. Parce que quand on va voir des images, je vais pouvoir faire un lien avec tes images. C'est beaucoup plus facile à saisir. Parce que te dire que je vais associer une bande de fréquences à une chanson, puis une autre bande de fréquences à une vidéo, puis que pour que ta chanson puis que ton vidéo se mette à jouer, il faut que tu changes ce qui se passe dans ton cerveau. C'est plus abstrait, dit comme ça, que si je le dis spécifiquement à des anomalies dans ton cerveau à toi. Oui, OK. Bon, ben allons-y. Je veux dire, Allons-y. tout de suite, tu voulais-tu m'expliquer d'autres choses? Mais puis là, peut-être, t'as raison, je suis visuelle de toute façon, je vais sûrement plus comprendre. C'est beaucoup plus simple. Puis OK. après ça, d'après moi, tu vas avoir d'autres questions, puis on va pouvoir passer à travers là, facilement. Mais avant de te parler de ton cerveau, ben, tu as fait un test standard d'attention. Hein. Ce test d'attention-là mesurait ton attention soutenue, c'est-à-dire ta capacité à rester attentive longtemps. Ça mesurait ton attention sélective, c'est-à-dire ta capacité à rester concentré sur ce que tu fais sans te laisser distraire. Ça mesurait ta vitesse de traitement de l'information. Ça mesurait ta capacité à prendre le temps d'écouter jusqu'à la fin ou de tout regarder ce qui se passe autour de toi avant de passer à l'action. Ça mesurait ta capacité à être constante du début à la fin d'une tâche. Puis finalement, ça mesurait ton endurance cognitive, donc l'énergie que tu as pour faire face à la demande attentionnelle dans la journée. Fait que ça a tout mesuré ça, le test des 1 puis des 2. C'est ça, je me demandais, c'est le test des 1 et des 2. Pour les gens, c'est ça, c'est qu'on a fait 2 tests ensemble. Il y a un premier test où est-ce qu'il y avait une lecture avec, pas des électrodes, là, mais il y avait comme des électrodes, Merci, c'est ça. bon, parfait. Fait qu'il y avait un premier test avec les électrodes, puis le deuxième test, c'était des 1 et des 2, puis je devais réagir avec une souris au son, puis avec un écran où il y avait des chiffres qui apparaissaient. Donc, mais ça calculait beaucoup de choses, ce test-là, avec les 1 et les 2? C'est fou, hein? Puis on faisait ça de façon auditive et visuelle. Oui. Fait que moi, j'ai un très, très bon portrait de toi par rapport à ça. Ce qui m'a permis de constater que ton attention soutenue est tout à fait dans la moyenne. Tu n'as pas de problème d'attention soutenue. Tu es capable d'écouter longtemps, tu es capable de traiter de l'information visuelle longtemps, comme quand tu lis, par exemple. Par contre, pour que ça arrive, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour de toi. Parce que tu es distrayable. Tu es distrayable par le bruit, surtout. Tes propres pensées peuvent être une source de distraction. Moi, j'appelle ça le bruit intérieur. Okay. Puis, au niveau visuel, c'est beaucoup mieux. Ta capacité d'attention sélective, donc à rester concentré visuellement, est vraiment meilleure. Tu es tout juste 1 point en bas de la moyenne. Mais quand je regarde comment tu l'utilises, cette capacité-là, c'est variable. Tu n'es pas capable d'être constante par rapport à bien utiliser ton attention sélective visuelle. Fait que ce que ça veut dire, c'est que de temps en temps, tu es clairement distraite parce qu'il se passe visuellement autour de toi aussi, ou les images que tu vois dans ta tête. Fait que ça fait que des fois, on va avoir tendance à se disperser, ou on va perdre notre focus. On est en train de faire quelque chose, puis ça nous fait penser à d'autres choses. Puis là, on se dit, ah oui, puis il y a ça aussi, puis ah, il y a ça aussi. Fait qu'on peut typiquement ouvrir 50 portes puis en refermer aucune, là, c'est ça que ça peut donner dans la vie. Toi, t'es vraiment pas un cas sévère. Là, par rapport à l'attention sélective auditive, tu as une atteinte légère à modérée, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et au niveau visuel, tu as une atteinte très légère, avec une performance, par exemple, où on voit une atteinte modérée. Fait que c'est la constante est beaucoup moins bonne, ce qui fait que ça va fluctuer. Fait en clair, là, c'est que dans ton quotidien, c'est sûr qu'éventuellement, il y a quelque chose qui va te distraire.
Tu vas avoir de la difficulté à rester concentré. Ce qui veut dire que même si ton attention soutenue est tout à fait normale, c'est comme une capacité qui est théorique. C'est-à-dire, c'est vrai que tu es capable d'écouter longtemps, puis c'est vrai que tu es capable de lire ou d'écrire longtemps, mais il ne faut pas qu'il y ait de distractions bien importantes autour de toi pour que ça arrive. Ouais, ça m'aide beaucoup pour me concentrer s'il n'y a pas de musique ou si c'est la même, mettons que j'écris en humour, là, Oui, c'est oui, la même tune qui joue, je finis par m'habituer au beat. Si c'est la même oui. non-stop, c'est correct. Mais si c'est des chansons qui changent à chaque tune, impossible. Mhm. Ouais, Non, c'est ça, tu pars avec, hein. ouais. Mais c'est ça. Puis au niveau, tu avais juste une autre lacune, c'était que tu avais tendance à réagir trop vite à ce que tu voyais. Donc, mettons que, typiquement, là, mettons que tu as un questionnaire à compléter ou que tu as un texte à reviser. Bon, ben, tu vas prendre ton texte, tu vas commencer pleine de bonnes intentions, peut-être ligne par ligne, mot par mot, pour être sûr que tu n'as pas fait d'erreur, que tout va bien, que les enchaînements sont bons, etc. Puis éventuellement, ça se peut que tu trouves ça beaucoup trop long et inutile, puis que tu clenches ça en diagonale. Ça pourrait. C'est comme dans ta tête à toi, là, c'est comme faut que ça aille vite quand il y a de l'information visuelle qu'il faut que tu traites. Mais c'est un manque d'inhibition cognitive. OK. C'est très drôle de le faire dire par quelqu'un qui est pas dans. Tu sais, je veux dire, moi, c'est dans ma tête puis j'en parle pas de ça. Mais Mais oui, non, c'est toujours trop long. c'est toujours trop long, je sais. Trop long. Wow, Tu OK. n'as pas ça au niveau auditif. Au niveau auditif, pas pantoute. Tu es capable au niveau auditif de prendre le temps d'écouter. Ouais. Mais au niveau visuel, là, Ah, wouh, c'est trop long. Oui. C'est tout le temps c'est trop. ça. C'est drôle, c'est vrai. Tu me fais prendre conscience que ça me le fait pas à l'écoute. Non, hein? Ben, beaucoup moins, en tout cas. Mhm. OK. Ouais. Ouais. OK. Fait que ça, c'était pour ce test-là qu'on t'a fait faire. Ouais. Là, je vais partager mon écran avec toi pour te montrer ton cerveau. Ça va être, je vais aller chercher l'image, puis je vais pouvoir la partager. Oh mon Dieu, mon cerveau est sur Internet, tout le monde. Est-ce qu'à C'est- travers des tests comme ça, est-ce qu'on peut voir des problèmes de santé généraux? Oui. Ah oui? Ça, on peut voir. Non, excuse-moi, là, c'est une question. Oui, Non. c'est une question. Est-ce qu'à travers le cerveau, on peut voir, mettons, qu'il y a un problème de circulation sanguine ou que, je sais pas, cancer ou je sais pas. Est-ce Non. qu'on peut voir des. On peut pas voir ça, ça n'a pas rapport. Non, pas du Non. tout. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, je t'ajoute. Oui. Excellent. Donc, ce que tu as sous les yeux, c'est l'activité électrique de ton cerveau à toi qu'on regarde 1 Hertz à la fois. Tu vois, il y a des chiffres avec HZ. HZ, c'est l'abréviation de Hertz. Ouais. En électricité, que ce soit dans ton cerveau, que ce soit dans un fil électrique dehors dans la rue ou dans l'électricité qui circule dans la maison, des Hertz, c'est une fréquence de communication. C'est-à-dire que le courant électrique qui se déplace entre deux points, il peut le faire de façon plus ou moins fréquente ou plus ou moins vite. Moi, souvent, quand je l'explique, c'est pas tout à fait juste, mais je veux dire, voyez les hertz comme des vitesses, comme des kilomètres-heure. C'est plus facile à saisir en termes de vitesse qu'en termes de fréquence. Puis, on n'est pas si loin que ça de la vérité. C'est pas un cours de neurophysiologie, là, c'est juste pour comprendre le concept. Fait que plus le chiffre est bas, Attends-moi plus... une seconde, attends-moi une seconde. Pour les gens Oui, qui voient en visuel, là, il y a comme des petits points, mais c'était aussi les endroits sur ma tête quand j'ai fait le test. Les électrodes, ils étaient là. exactement. Parce que Exactement. Tous les tout petits le monde points avait blancs, compris ça, mais j'aimais mieux le dire. OK. c'est bien parfait. C'est bien parfait. Puis, donc, les hertz, plus le chiffre est petit, plus c'est lent. Puis là, tu vois, ça va de 1 à 20 hertz ici à l'écran. Ouais. Les 20 hertz qui sont là, ils sont présents dans ton cerveau 24 heures sur 24, toujours. C'est juste que, dépendamment de l'état dans lequel tu es ou ce que tu es en train de faire, ben, il y en a qui vont être plus présents que d'autres. Concrètement, ben, juste avant d'aller plus loin, ici, on aura compris que le petit pointu en haut, c'est le nez. Puis de chaque côté, c'est les oreilles. Hein? Fait que ça, c'est la tête vue de haut tout le temps. Fait que tous les ronds, c'est toujours ta tête à toi vue de haut. Juste une petite précision au cas où. Oui. Non, c'est vrai. Je le dis tout le temps d'habitude. Et donc, là, les 4 premiers hertz, c'est des fréquences très, très lentes. Fait que ces fréquences-là accompagnent principalement le sommeil profond. Fait que la nuit, quand on dort profondément, ben c'est du 1 à 4 hertz qui va être le plus présent dans notre cerveau. C'est ce qui nous habite le plus.
Le 5, ben en fait, le 4,5 Hz à 7,5 Hz, c'est l'activité électrique qui est très, très présente quand on est sur le point de s'endormir ou qu'on relaxe vraiment profondément. C'est là qu'on a le plus de ces Hertz-là. Dans plein jour aussi, on a aussi un peu de 1,4 Hz. C'est pour ça que je les ai tous enregistrés d'ailleurs. Mais les moments où on en a le plus, c'est soit ici quand on dort pour les 4 premiers Hertz ou quand on relaxe profondément pour le 4,5 à 7,5. Le 8 à 12 Hertz. Ça s'appelle les ondes alpha. Des fois, les gens qui font de la méditation ont déjà entendu parler des ondes alpha. Les ondes alpha, le 8 à 12 Hertz, c'est de l'activité électrique qui est lente, elle aussi. Mais pour qu'elle soit présente un peu partout dans notre cerveau, il faut fermer nos yeux. Donc, si on ferme nos yeux pendant 2-3 minutes, ben, cette activité électrique-là, qui est surtout présente derrière la tête quand on a les yeux ouverts, elle va partir d'en arrière, puis là, elle va s'en aller de plus en plus envahir les autres régions de notre cerveau. Et ce que ça crée comme état à l'intérieur de nous, ben, c'est un état d'introspection. C'est-à-dire qu'on a les yeux fermés, on est plus stimulé par l'extérieur, on est centré sur nous, sur comment on se sent. Puis des fois, dans cet état-là, on n'est pas juste présent à soi, mais on va rêvasser, on va être dans des périodes de créativité. C'est beaucoup associé à la créativité, les ondes alpha, mais aussi à la rêvasserie. Fait que c'est naturellement présent, donc, quand on a les yeux fermés, puis qu'on relaxe légèrement, puis qu'on rêvasse ou qu'on pense à soi. Le 13 à 20 Hz, c'est des fréquences qui sont toutes rapides, celles-là. Le 13 à 20, en fait, accompagne tout ce qu'on fait durant la journée. Que ce soit de lire, d'écrire, de parler, de marcher, de prendre un verre avec des amis, de préparer le souper. Ça prend du 13 à 20 Hz pour faire tout ça. Le 13 à 20 Hz est donc beaucoup plus présent durant la journée, puis très peu la nuit. Le soir et la nuit, c'est le contraire. On a beaucoup plus de 1 à 12 Hz que le jour. Mais ils sont quand même présents en petite quantité le jour aussi. Puis c'est parce qu'ils sont présents aussi le jour que où ils se trouvent dans notre cerveau, ces 12 Hz-là qui sont lents, comptent énormément. Parce que, juste pour te donner une image, c'est un petit peu comme si il fallait qu'on les serre à quelque part dans notre cerveau, ces 12 Hz-là, pour pas qu'ils nous nuisent durant la journée, puis on les ressort le soir pour relaxer ou pour dormir. Est-ce que tu me suis jusqu'à maintenant? Oui, c'est pas pire. Pas pire, OK, c'est bon. C'est beaucoup, mais je m'en sors pour le moment. C'est bon, tu peux m'arrêter n'importe quand, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai, c'est très technique. Mais pour que tu comprennes, j'ai pas le choix de t'expliquer tous ces petits détails-là parce que sinon, tu comprendras pas. Je peux pas t'expliquer tes résultats. C'est parfait. Et donc, là, on va regarder les couleurs hein, parce on voit que dans toutes les têtes, il y a du bleu au rouge qui est présent. Puis ces couleurs-là, vous avez compris qu'ils vont avec l'échelle qui est en dessous. Cette échelle-là, elle est en pourcentage. Nous, on va regarder il est où la plus grande quantité, donc le plus grand pourcentage des fréquences de 1 à 12. Parce que cette plus grande quantité-là, si on veut, comme je disais, il y a juste une place où elle peut être dans la journée. Même s'il y en a toujours partout, si je prends mon 3 Hz, là, il y en a partout dans la journée, puis il y en a partout la nuit. Mais durant la journée, il faut surtout qu'il y en ait à une place pour pas que ça te nuise. Parce que si c'est pas là, ça va te nuire, c'est sûr. Si des ondes oscillantes envahissent une autre région, ils n'ont pas d'affaires, c'est un problème. Ça veut vraiment dire que la région en question fonctionne au ralenti en plein jour. Puis si ça fonctionne au ralenti, elle fait clairement pas, pardon, sa job. Alors, sans plus attendre, là, roulement de tambour. Ça va pas bien. Donc, le rouge, la plus grande quantité des hertz de 1 à 8 devrait être principalement au centre. Fait que ce qu'on cherche à obtenir, là, c'est vraiment ce que tu as pas mal ici à 6 hertz. C'est-à-dire une concentration d'ondes lentes de 1 à 8 au milieu, comme ça. Tu vois, ton 3 hertz, il est presque parfait. Il est vraiment, puis je vais t'expliquer pourquoi il ne l'est pas dans quelques secondes. Puis tu vois, dans toutes ces têtes-là, -là, tu en as partout dans le milieu. OK? C'est juste que tu n'en as pas juste là. Tu en as aussi ailleurs. Et le ailleurs en question, tu vois ici à 2 Hz, là, derrière la tête, tu en as beaucoup du 2 Hz. Tu as un grand pourcentage, une grande quantité de ce Hz-là qui est décalé complètement vers l'arrière au lieu de rester bien installé dans le milieu. Ce que ça veut dire, c'est que dans ton cerveau à toi, dans ce coin-là, surtout à gauche, comme tu peux voir, mais aussi à droite, il y a des dizaines et des dizaines de millions de cellules nerveuses, de neurones qu'on appelle, qui jasent entre eux autres jour et nuit à 2 Hz. Puis du 2 Hz, ben, t'es pas supposé avoir ça quand tu dors pas profondément, ici en aussi grande quantité. Fait qu'eux autres, là,
peu importe que tu dormes ou que tu dormes pas, eux autres continuent à se parler, ces cellules nerveuses-là, à 2 Hertz, comme si toi, tu dormais. Là, inquiète-toi pas, tu as 100 milliards de neurones. Fait qu'il y en a d'autres qui font clairement leur job, OK? C'est vraiment, faut relativiser les choses. Ton cerveau, sérieusement, il n'y a pas beaucoup d'anomalies dedans. Sois rassuré. Mais commence avec ces phrases-là, Joanne! Oui, je le sais. Des fois, là, j'étais en train d'expliquer les résultats à quelqu'un, puis des gens qui ont beaucoup plus de difficultés. Puis là, en cours de route, je me dis, crime. Là, c'est vrai, faut pas que j'oublie. Là, puis là, je leur dis, écoutez, ceci étant dit, tout ça, ça se corrige, il n'y a pas de problème. Oui. Parce que ça peut être inquiétant quand on entend tout ça. Mais quand tu dis là, que ces cellules-là, ils se parlent jour et nuit, mettons qu'ils arrêtaient de se parler, est-ce que moi, je récupérerais de l'énergie ou ça n'a pas rapport? Par rapport. En fait, nos cellules nerveuses, l'activité électrique circule constamment entre nos cellules nerveuses, OK? C'est juste qu'elle va le faire de façon plus ou moins rapide. Mais l'affaire, c'est que ici, derrière la tête, en plein jour, quand tu as fait ton EEG quantitatif, parce que ce qu'on a sous les yeux, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est les résultats d'un EEG, d'un électroencéphalogramme quantitatif, ben quand tu l'as fait, ça, c'est les yeux ouverts. Tu étais bien réveillé, tu regardais droit devant toi, tu essayais de pas bouger tes yeux. Tu n'étais pas en train de dormir profondément. Si tu avais été en train de dormir profondément, ben du 2 Hertz ici derrière la tête, ça aurait été tout à fait normal. Très réveillé, regarder droit devant toi, ça va pas là. C'est comme si une partie de ton cerveau qui dormait à l'année. Pas efficace, ça. Ça marche pas. Oui, sur Internet de même, là. Mais si je te parle de dizaines de millions de neurones puis que t'en as 100 milliards, ben c'est pour ça que je te dis qu'il y en a clairement d'autres qui font leur job. OK. OK? Même chose ici, si on vient, je vais tout de suite parler du 4 Hertz, tu vois, du 4 Hertz, t'en as à gauche, puis t'en as un petit peu à droite, beaucoup moins à droite, mais t'en as à gauche, puis t'as la même tendance ici, qui est moins prononcée, là. Le 5 Hertz, sérieusement, il est pratiquement parfait. C'est ça, là, si t'avais juste ce petit étirement-là à gauche dans ton cerveau, on parlerait même pas, tu sentirais pas du tout de lacune, OK? Mais le 4 Hertz, même affaire que le 2. Normalement, du 4 Hertz, ici en grande quantité, on a juste ça quand on dort profondément. Toi, tu as ça bien réveillé en plein jour. Ça marche pas. C'est trop lent. OK? C'est vraiment, c'est pas supposé être comme ça. Puis, écoute, on n'en a pas parlé, mais je me demandais si tu avais déjà eu quoi à la tête. Tu n'as jamais fait de commotion? Non. OK. Tu n'as jamais eu de quoi à la tête derrière la tête là? Non. OK. C'est correct. Non, mais c'est correct. C'est bien correct. Parce que ça aurait pu être en relation avec ça, parce que toi, ce que tu as dans le fond, c'est rare pour un adulte. Donc, un adulte qui n'a jamais fait de commotion cérébrale, qui n'a pas fait d'accident de voiture, qui n'a pas eu de problème physique avec son cerveau, c'est rare que je vais avoir des fréquences aussi lentes derrière la tête, comme ça, envahir des régions où ils n'ont pas d'affaires. OK? Ça veut pas dire que c'est un cas pire qu'un autre. C'est pas ça que ça veut dire. J'étais juste un cas rare. C'est juste ça. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Mais ces régions-là, là, ben, entre autres, ce qu'ils sont censés faire pour toi durant la journée, c'est de te permettre de rester concentré sur ce que tu écoutes et ce que tu regardes. Fait que tu comprends-tu que s'ils fonctionnent trop lentement, ils font pas bien leur travail? C'est parce qu'ils fonctionnent pas assez vite pour être efficaces. Pour être efficace, ces régions-là, il faut qu'ils fonctionnent entre 13 et 20 Hertz. C'est ces fréquences-là qu'il faut qu'ils soient présentes en grande quantité derrière la tête pour qu'ils fassent bien leur travail. Mais toi, tu as une partie de la région qui a décidé de prendre off à l'année. Fait qu'elle ne travaille pas pour toi, cette région-là. Puis, des fois, je posais la question parce que ça me surprendrait que tu aies ce problème-là. Tu vois, en fait, juste avant que j'aille plus loin, tu vois-tu que mes ronds, moi, sont comme juste en 2 dimensions. Hein? Fait que j'ai pas l'accès à la profondeur. Fait que je sais pas si l'anomalie est ici, est là ou est là. Fait que dépendamment de la profondeur de l'anomalie, ça donnera pas les mêmes symptômes exactement. Mais dans ce coin-là, il faut que tu saches qu'il y a tout le circuit, une partie du circuit de la mémoire à long terme qui passe par là. Donc, retenir ce qu'on a fait, retenir ce qu'on nous a dit, retenir ce qu'on a lu. Est-ce que c'est des choses qui sont problématiques pour toi ou ça va bien à ce niveau-là? Ça va quand même bien. OK, super. Ben, le contraire m'aurait surpris parce que tu es quand même humoriste, faut que tu apprennes des textes. Oui, c'est ça, mais en même temps, là, on est en pandémie, mais je me rends compte que c'est loin, là, mais oui.
Ah oui, ben c'est ça. Fait que, mais parce que toi, ça veut dire que la partie qui est touchée est vraiment pas en relation. En fait, dans la profondeur de l'anomalie, ça a aucun rapport avec ta mémoire. Puis c'est ça que moi, je peux pas voir directement. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je te pose des questions. OK. Bon, là, on voit qu'en frontale gauche, ici, à 1 puis à 2 Hertz, on a aussi un déplacement. Ici, à 1 Hertz, c'est 100% relié à un mouvement latéral des yeux à gauche. Là, on te demandait d'essayer de pas bouger tes yeux. Mais la raison pour laquelle on te demandait de pas bouger tes yeux, c'est que tes yeux, aussitôt qu'ils bougent un petit peu, ils produisent un champ électrique très intense. Fait que mes petites électrodes qui sont en frontale ici ou de chaque côté, ben, ils enregistrent l'activité électrique de tes yeux. Fait que ça vient biaiser la représentation de ton EEG. C'est pour ça qu'ici, en frontal, on dirait que tu as plein de 1 Hertz, que tu en as beaucoup. En réalité, c'est tes yeux, c'est l'activité électrique produite par tes yeux qui donne ça. Ça n'a aucun rapport. Je me rends compte que j'ai comme pas écouté la consigne quelques secondes, puis je me suis fait pogner, là. C'est ça qui arrive? C'est ça qui arrive. Non, ben écoute, c'est tellement dur, on vient les yeux secs, c'est un réflexe de cligner des yeux. Tous mes clients, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais je me souviens que la journée où je suis allée faire le test, c'était pas une belle journée pour moi. Non, j'avais beaucoup de stress. J'étais épuisée. Tu sais, je suis arrivée presque en retard. J'avais eu des problèmes avec le formulaire. Tu sais, j'étais arrivée en retard. OK. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, tu sais, j'étais comme tellement contente d'y aller. Puis en plus, en tout cas, c'était une journée, tu sais, ça marchait pas. Fait que j'étais comme, oh non, ça va tout fucker mes résultats. Mais en même temps, ça reste que c'est mon cerveau. Fait que, tu sais, j'imagine que j'ai le même, une journée que je vais bien, une journée que je vais pas bien. Hein. Oui, ben en fait, c'est la force du EEG. Puisque tu as sous les yeux, là, tes résultats, là, on le ferait 10 jours en ligne, puis ça changerait pratiquement pas. OK? Si tu n'avais pas dormi de la nuit, mettons, j'aurais vu plus de lenteur que ça. Si tu es malade comme un chien, ça va avoir un impact. Mais ça prend quelque chose de vraiment intense là, pour pouvoir modifier le fonctionnement de ton cerveau qui changerait ce que moi, je suis en train de dire en ce moment. OK. OK? Donc, ça ici, une chose qui aurait pu être affectée par de la lenteur comme ça derrière la tête à 2 Hertz, c'est ta vitesse de traitement de l'information. Puis elle est parfaitement normale, aucun problème à ce niveau-là, comme ton endurance cognitive d'ailleurs. T'es tout à fait dans la moyenne, il n'y a pas de problème non plus. Puis des fois, ce genre d'anomalie-là, dépendamment encore une fois de la hauteur, va être lié au fait qu'on manque d'endurance, on manque d'énergie. Mais c'est clairement pas ton cas. Fait que c'est une bonne chose. OK. En frontale gauche ici, rendu là, puis le 2 Hertz qui est ici aussi, il y a une partie qui vient de tes yeux, mais il y a vraiment une partie qui vient de ton cerveau. Pas dans la même tendance, c'est à 3 Hertz, puis même à 4, ça pointe un peu. Ben, ce ralentissement-là, des fois, ça nous nuit de deux façons. Ça va nous nuire au niveau, en fait, de trois façons. Au niveau des fonctions exécutives, c'est-à-dire commencer une tâche. Donc, initier la tâche. Je veux faire quelque chose, donc je commence à faire cette chose-là. Rester sur la tâche que je suis en train de faire, donc persister dans ma tâche sans décrocher constamment et être obligé de me ramener constamment. Organiser, structurer mon information qui est en lien avec la tâche pour que j'atteigne l'objectif que je m'étais fixé à travers cette tâche-là. Et ça, on appelle ça des fonctions exécutives. Fait que quand cette région-là fonctionne au ralenti, comme une grosse partie des fonctions exécutives qui sont médiées par la région qui est ici, qui passe c'est cette région-là qui gère, si on veut, ou qui permettent, ben, ça se peut que tu aies des lacunes dans l'une ou l'autre de ces choses-là. Ça inclut aussi nos capacités d'autorégulation. Donc, être capable de gérer nos émotions, gérer notre comportement. Donc, quand on a des difficultés d'autorégulation émotionnelle, ben, ça veut dire que tu pourrais être envahi par une émotion tout d'un coup, puis avoir de la difficulté juste à revenir de cette émotion-là. Ou que l'émotion soit juste trop intense pour la situation que tu es en train de vivre. Puis ça peut être autant des émotions positives que négatives. De façon plus rare, il y a des gens qui ont des problèmes d'autorégulation émotionnelle, mais parce qu'ils n'en ont pas assez d'émotions. Ça arrive, ça aussi, ça existe. J'en ai déjà évalué, mais c'est beaucoup plus rare. OK. Donc l'anomalie qui est ici peut avoir un impact sur tout ce que je viens de dire. Puis, les deux autres choses, c'est que des fois, ça fait qu'on reste pris dans notre tête à repenser tout le temps aux mêmes affaires qui nous préoccupent. On appelle ça des ruminations. Donc, je rumine. Je repense et repense et repense à des choses qui vont peut-être arriver, qui se sont passées, qu'on m'a dit, qu'on va peut-être me dire. Restez pris dans ta tête. Autrement dit, à penser à des choses qui te préoccupent. Ouais, ça me parle un petit peu, ça, maintenant. OK. Ouais. Et la troisième chose, ça me surprendrait que tu aies ça, mais je le dis pareil parce que si l'anomalie est vraiment plus basse, si c'est en frontale gauche, ça se pourrait que tu aies des problèmes à trouver les mots quand tu veux parler.
Ça me surprendrait là, à cause de ta profession. Mais c'est vraiment, on appelle ça techniquement un problème d'accès lexical. Est-ce que tu cherches tes mots quand tu parles ou ça va? Ça va, mais des fois, je trouve que mon champ lexical est limité. OK. Ouais, Tu reviens toujours avec les mêmes mots? oui, OK. Mais ça peut être un moyen de compensation que tu as développé avec le temps. OK. Oui. Des fois, c'est ça, les gens qui ont cette difficulté-là, ben, au lieu de s'enfarger puis de chercher, ils vont développer des phrases, des structures, pas des structures, mais des séquences de mots plus automatisées. Ils vont vraiment revenir souvent avec effectivement les mêmes mots pour expliquer différents concepts. Ils vont se limiter. Ils n'essaieront pas d'élaborer en long pas en large en utilisant des mots plus rares parce que ils risquent de pas venir, ces mots-là. Fait que c'est peut-être ça que tu as développé comme moyen de compensation si c'est une difficulté réelle. OK. Ben, je OK? pense pas qu'elle soit majeure, mais des fois, je me suis déjà posé la question. Ah, OK, c'est Ouais. intéressant. Ouais. Fait que c'est-tu un petit peu plus clair ce que c'est un jet quantitatif pour toi, puis l'impact des ondes lentes, en fait, qui sont trop présentes à certains endroits? Ça sent bien. Ça s'en vient? OK, parfait, C'est excellent. grave si je suis un peu lente pour comprendre mes ondes lentes. Non, c'est bien correct. Oui, non, non, y a pas de problème. Puis les enfants qui ont des ondes lentes comme ça derrière la tête, ben des fois, ça va accompagner des difficultés d'apprentissage. Fait que ces personnes-là, les enfants, quand ils vont à l'école, ben ils vont avoir plus de difficultés soit à comprendre un concept ou à le retenir. Puis même des enfants qui ont une dyslexie, donc la difficulté à lire ou encore une dysorthographie, c'est-à-dire la difficulté à orthographier les mots comme il faut, là, qui n'écrivent pas carrément au son, puis qui inventent les règles de grammaire au fur et à mesure, ben, on va voir chez ces enfants-là une anomalie qui ressemble à la tienne ici, qui n'est pas tout à fait la même, mais on va voir des ondes lentes qui sont vraiment proches de l'oreille ici à gauche, parce que cette région-là est très importante pour la lecture et l'orthographe. Puis quand elle fonctionne trop lentement, ben, c'est difficile de bien lire et de bien orthographier. Fait que ça, c'était pour la première rangée. Puis quand on arrive ici, ben, le 6, il est super. Le 7, le 8, tu vois, tu as la même tendance qu'en haut. C'est sûr que c'est un peu trop tiré vers la droite ou un peu trop vers la gauche. Ça ajoute pas de symptômes supplémentaires ou de difficultés supplémentaires. Ça veut juste dire qu'il y a plus qu'un Hertz qui est impliqué dans l'anomalie que tu as à gauche. Ben, t'en as un autre ici qui est impliqué. Il y a d'autres cellules nerveuses dans la même région. Au lieu de se parler à 2 Hertz, se parle à 8 Hertz tout le temps. C'est pas plus efficace, c'est ben trop lent quand on est bien réveillé puis qu'on a besoin de se concentrer sur quelque chose. OK? Ça va toujours? Moi, oui. Là, on arrive à 9. Le 9, le 10, le 11 et le 12, il faudrait qu'ils soient plus comme le 11. Dans le fond, c'est ça qu'on cherche. On voudrait que le plus grand pourcentage de ces fréquences-là soit bien à côté en arrière de la tête, puis il ne dépasse pas idéalement la petite ligne de point blanc qui est ici. 9 Hertz, tu vois, poup, il dépasse un peu. 10 Hertz, un petit peu, mais moins. 11 Hertz, il est parfait. 12 Hertz, juste pour dire qu'on dit qu'il n'est pas parfait. Ce que ça crée, ça ici, en fait, ça peut te faire tomber dans la lune. Du 9 Hertz, il faut comprendre, pour que tu comprennes bien, c'est que du 9 Hertz à cette hauteur-là, en aussi grande quantité, normalement, tu as ça les yeux fermés, pas les yeux ouverts. Fait que c'est comme si, quand tu tombes dans ce mode-là, ben, tu regardes, mais c'est comme si tu n'étais pas dans tes yeux. Tu es à l'intérieur de toi. Fait qu'il y a quelque chose qui peut passer devant toi, puis tu le verras pas. Tu vas être absorbé. Quelqu'un peut te parler, puis tu l'entendras pas, parce que tu vas être à l'intérieur de toi. Quand ça prend le dessus. Ah, mais ça prend le dessus souvent. C'est ça. Fait que c'est ça que ça fait. Mais, en fait, mais avant de dire mais, je veux dire et parfois aussi, ça nourrit une certaine anxiété chez les gens. C'est-à-dire que ça va accompagner des symptômes anxieux, ça va permettre à l'anxiété de s'exprimer, ce genre de petite anomalie-là, qui est pas si pire somme toute. Fait que je suis bien contente, puis en fait, je suis fière de toi parce que pour tout ce que tu m'as déjà partagé, je suis vraiment contente de voir ça dans ton cerveau. Moi, je vois que tu as fait du travail, ça paraît. OK. OK? Mais honnêtement, tu sais, l'anxiété, oui, parfois, mais tu sais, il y a un gros travail de fait, évidemment, mais de l'intérieur, moi, je suis beaucoup à l'intérieur, mais c'est aussi voulu. Mm-hmm.
Fait que c'est drôle que ça sorte là. Oui. Ben oui, mais voulu au sens où, est-ce que tu te décris, moi je te voyais pas comme une introvertie, là, mais est-ce que dans ce sens-là, quelqu'un qui est plus intériorisé, qui est bien dans sa tête, bien seul, c'est dans ce sens-là que tu le dis? Ben, c'est plutôt dans le sens, tu sais, d'introspection, de Ah conscience, oui, de la respiration, beaucoup ouais, de, tu ok. sais, moi, j'aime beaucoup me poser, me déposer. C'est très, très intérieur. Tu sais, il peut se passer une bombe à côté. Puis si je suis concentrée, tu sais, dans ma paix intérieure, je verrai même pas les explosions, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est un très bon point que tu apportes parce que les gens qui ont cette difficulté-là, on va appeler ça une anomalie, qui ont l'anomalie que toi, tu as ici, que tu as aussi, mais un petit peu moins importante à 10 Hertz. Ce que ça fait, là, c'est que autant tu pourrais être distraite par tes pensées dans la lune, autant tu peux hyper focuser. Puis quand tu hyper focus sur quelque chose, comme tu viens de dire, il va y avoir une bombe qui va tomber à côté de toi, puis tu ne sauras pas pourquoi finalement tous les immeubles se sont effondrés. Tu étais concentré sur quelque chose. Ouais, Fait que c'est ça que ça fait. ouais. Puis c'est la même problématique, si on veut. Quelqu'un qui n'aurait pas ce problème-là, c'est comme si cette personne-là va toujours avoir une petite antenne qui reste allumée. Elle peut rester concentrée sur sa tâche, travailler dans le bruit, même, il n'y aura pas de problème. Mais si quelqu'un lui parle, il va toujours avoir la petite antenne qui va capter qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Il va dire, ah, OK, quelqu'un me parle, je vais écouter ce que la personne me dit. Quand on a une lacune à ce niveau-là, sur le plan cognitif, ça, c'est vraiment ton attention sélective en anglais, l'attention sélective, ça s'appelle du focus. Moi, je trouve ça plus intuitif. C'est comme si, des fois, t'es pas assez focusé, des fois, tu l'es trop. Mais c'est la même problématique. C'est juste de moduler le focus qui est pas toujours facile. Puis, ce que Non, ça va donner, c'est ce que tu as décrit. je comprends. Oui, ça me parle. C'est clair. Ouais. OK. Bon, mais super. Rendu à 13 Hertz, tes zones rapides, ils peuvent être n'importe comment dans ton cerveau. La distribution, là, le pourcentage qu'on retrouve en avant, en arrière, ses côtés, ça n'a pas d'importance. C'est propre à chacun. Jusqu'à maintenant, la science n'a pas démontré qu'il y avait des meilleurs patterns d'activité électrique rapide. Non, vraiment pas. De tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière, là, dans les 20 dernières années de EEG quantitatif, il y en a de toutes les sortes, puis toutes les sortes semblent correctes. Puis dans la littérature scientifique, c'est la même chose. Il ne semble pas avoir de meilleurs patterns d'activité électrique rapide. Ouais. Donc, dans tes zones rapides, il n'y a rien de spécial à rapporter. Il n'y a pas de normes à rencontrer non plus. Fait que tantôt, quand je te disais, c'est plus facile avec des images comprendre ce que c'est le neurofeedback, c'est que supposons que moi, je vais t'aider à te concentrer davantage. Mais c'est sûr que ce que je vais vouloir faire, c'est d'enlever les ondes lentes qui sont ici, qui sont là, qui sont là, qui sont de l'autre bord. Fait que supposons qu'on commence par le côté gauche. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une électrode ici. Je vais enregistrer du 2 à 8 Hertz inclusivement. Et ce signal-là, tout le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hertz que j'enregistre avec la petite électrode que je mets sur ta tête, juste une, pas le casque à chaque fois, ben, on va associer le signal électrique à une chanson que toi, tu choisis dans une banque de chansons. Tu es assis devant un écran d'ordinateur, juste pour visualiser, là. Il y a un écran d'ordinateur devant toi, tu as une électrode sur la tête, il y a un système de neurofeedback qui n'est pas important, là, que toi, tu t'occupes pas. Puis, à l'écran d'ordinateur, tu vas choisir une animation, une vidéo, disons, et tu vas choisir dans notre banque de chansons une chanson. Le vidéo et la chanson, faut que tu les aimes. C'est plus le fun quand tu les aimes. Tu peux choisir quelque chose de plat. Hey, juste pour que tu saches, là, le neurofeedback, quand ça a commencé dans les années 60, là, le feedback auditif, c'était une cloche qui sonnait ou qui sonnait Et, pas. Puis le feedback visuel, c'était une ampoule électrique qui allumait ou qui éteignait. C'était pas super captivant. non, C'était c'est une, pas une mal. autre époque. Ouais. Exactement. En 2021, c'est pas possible d'entraîner du monde comme ça. Là. C'est vraiment pas possible. Ils vont décrocher très rapidement. Mais donc, là, tu es assis, puis tu as ton électrode, puis là, tu as choisi ta chanson que tu aimes, puis ton vidéo que tu aimes. À l'écran, tu vois ton vidéo qui bouge pas encore, puis tu as des écouteurs sur tes oreilles, et là, éventuellement, tu vas entendre ta chanson. Mais ta chanson, elle, est associée au 2 à 8 Hertz. Pour qu'elle se mette à jouer, il va falloir que tu fasses diminuer la quantité de 2 à 8 Hertz à l'endroit où moi, je l'enregistre. Là, ben, tu peux te dire, ouais, mais comment on va faire ça? On va faire diminuer ça dans mon cerveau. Comment je vais contrôler ça? Tu vas le contrôler en modifiant ton état. Tu sais, en sachant que cette région-là est associée à l'attention, à la concentration, ben, si tu te concentres le moindrement,
il y a des bonnes chances que ton 2 à 8 Hz diminue, pas juste à l'endroit où moi j'enregistre, mais un peu partout dans notre cerveau. Parce que, heureusement, l'attention, la concentration, quand on est concentré, on porte attention à quelque chose, naturellement, notre cerveau va diminuer la quantité d'ondes lentes qu'il produit, puis à la place, il va mettre en place des ondes beaucoup plus rapides, du 13 à 20 Hz. Ça se fait naturellement. Fait qu'en gérant ton état ou en modifiant ton état, c'est comme ça que tu arrives à renverser ces anomalies-là sur le plan neuroélectrique. Mais moi, je voudrais pas juste que tu diminues tes ondes lentes. Je vais vouloir que tu augmentes tes ondes rapides à la même place. Fait que je vais enregistrer, par exemple, dans ton cas, ce serait fort probablement du 13 à 18 Hz. Toujours avec la même électrode qui est sur ta tête, j'enregistre le 13 à 18. Mais pour que tu saches ce qui se passe avec ton 13 à 18, eux autres, ils vont être connectés à ton vidéo. Alors, pour que ton vidéo se mette à jouer, il va falloir que tu fasses augmenter la quantité de 13 à 18 au-delà d'un certain seuil en modifiant ton état. Puis, généralement, c'est le même état. C'est-à-dire, l'état qui te permet de diminuer tes ondes lentes puis d'augmenter tes ondes rapides, c'est la même chose. Fait que toi, ta job, quand tu es en entraînement, là, c'est de trouver dans quel état tu es quand ta chanson elle joue puis que ton vidéo bouge. Parce que si ta chanson joue puis ton vidéo bouge, ça veut dire que tu as moins de ça puis tu as plus de 13 à 18 Hz. Fait que petit à petit, tes millions de neurones qui sont coincés là, à dormir debout à journée longue, ils comprennent que ça, on n'en veut plus. Puis qu'à la place, ce qu'on veut, c'est qu'ils changent de vitesse puis qu'ils passent au 13 à 18 Hz. Fait que c'est un apprentissage que ton cerveau fait. Une cellule nerveuse à la fois. Mais ça se fait tout en même temps. Puis tout au long du processus, pendant qu'ils apprennent les cellules nerveuses puis qu'ils changent littéralement de vitesse, de fréquence de communication, ben toi, tu es de plus en plus concentré, tu es de plus en plus focusé sur ce que tu fais, puis le bruit autour de toi te dérange de moins en moins. Puis, comme c'est un apprentissage que tes cellules nerveuses, ont fait, ben, comme n'importe quel apprentissage qu'on fait dans une vie, si c'est bien appris puis maîtrisé, ben, ce qui est acquis est acquis. Fait que normalement, après un entraînement neurofeedback, ben, tu perds pas ce que tu as acquis. Ça se maintient. Les enfants, ça va se maintenir pendant des dizaines d'années. Puis les adultes, ben, ça dépend à quel âge que tu fais ça, parce que éventuellement, c'est le vieillissement normal qui nous rattrape. Tu sais, moi, je m'entraîne à peu près aux 5 ans depuis que j'ai 40 ans, juste pour rester sharp au niveau cognitif. Puis je fais pas des longs protocoles, je vais faire 10-12 séances d'entraînement juste pour me ramener. Moi, j'appelle ça à mon âge, j'appelle ça faire un brain lift. Tu sais, des facelifts, moi je me fais des brain lifts. Je me ramène dans mes capacités cognitives. Fait que Tu je vois fais ça. la différence? Ben certain. Crème oui. Genre, Oui, mettons que je décide de m'entraîner. Je vais ouais, voir la différence dans ma capacité d'être concentrée. Je vais être moins dérangée par le bruit quand je suis en train d'écrire, mettons. absolument. Est-ce que ça m'apporterait autre chose? Euh, Peut-être au niveau de l'autorégulation émotionnelle ou le niveau d'anxiété, t'aider, tu sais, complémenter le travail que tu as déjà fait par rapport à toute la dimension émotionnelle dans ta vie. Moi, je te dirais ça. Hmm. Ouais. Mais c'est Prendre plus le temps de regarder avant de passer à l'action. ça va passer vite, je t'ai dit. C'est ça. OK. Ouais. Mais, OK, OK. Mhm. Oui, c'est ça. Quand on le fait, quand on part avec des difficultés, c'est important de savoir, par exemple, pour venir à bout de ça, dans ton cas à toi, on parle plus de 20-25 heures d'entraînement. On parle pas de 10-12. Moi, à la base, j'avais comme pas de problème d'attention. Fait que c'était toujours en perspective d'optimisation. Fait que ça, c'est pas pareil. C'est pas, quand on part avec des lacunes, même des petites lacunes, c'est plus long au départ. Mais après, mettons, là, supposons que tu reviens 15 ans plus tard parce que ce qu'on a fait, ça commence tu sens que ça commence à perdre de son efficacité juste à cause du vieillissement normal, ben là, tu fais n'importe où entre 8 puis 12 séances, dépendamment, puis on te ramène. C'est comme ça tout le temps. Fait que c'est toujours comme retravaillable, peu importe l'âge qu'on a. Oui, moi je te dirais, là, aller jusqu'à peu près 65 ans, c'est pas mal vrai pour tout le monde. Tu sais, le cerveau, là, c'est comme le reste du corps. Hein. Il y a des gens qui ont 70 ans qui ont l'air d'en avoir 40, j'exagère un peu, mais il y en a aussi qui ont l'air de 40, qui ont 40 qui ont l'air d'avoir 70. Fait que c'est la même chose pour le cerveau. Notre cerveau ne vieillit pas de façon égale, comme le reste de notre corps. Fait que, mais la neuroplasticité, là, moi, je te dirais, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est que le cerveau demeure plastique, demeure modifiable, demeure entraînable.
Ben, probablement en moyenne, de ce que j'ai pu voir là, dans ma pratique, jusqu'à 65 ans pour ce genre d'entraînement-là. Après, ça dépend des gens. Mais mes clients les plus vieux ont 74, 75 ans. Fait que c'est quand même possible. Ah ouais, hein? Est-ce qu'on pourrait entraîner ma mémoire ou est-ce qu'en travaillant Oui. le focus puis la concentration, automatiquement, ça aura un impact sur la mémoire ou il faut le faire le circuit de la mémoire? Euh, c'est une bonne question. En fait, pour que tu te rappelles des choses, il faut que tu sois attentive à ces choses-là. Fait que la première chose qu'il faut corriger, c'est ton focus. Parce que j'aurais beau entraîner ta mémoire, si tu portes pas attention, tu ne retiendras pas. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il faut que tu portes attention premièrement, puis après, tu vas pouvoir retenir plus facilement l'information. Mais dans ton cas à toi, ça se travaillerait en même temps. Parce que si je veux corriger ton focus, il faut que j'entraîne ici, qui est le même circuit de l'attention comme je te disais au début. Toute la mémoire, je recommence. Ça ici, c'est pour corriger ton attention, mais la mémoire verbale, puis la mémoire des événements, il y en a beaucoup qui passent par là. La mémoire des visages, la mémoire des noms. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce coin-ci au niveau de la mémoire. Mais moi, dans ma tête, en tout cas, dans mon opinion, j'ai vraiment une solide mémoire de visage, de nom. Tu sais, moi, quelqu'un a changé ses cheveux, a changé de mascara, je m'en rends compte. Tu sais, je capte. Wow. Tu sais, j'ai vraiment une mémoire de. J'ai vraiment une bonne mémoire. C'est assez impressionnant. C'est même fatigant là, pour mes amis qui ont pris une livre ou deux, je m'en rends compte. Oui, mais il y a aussi la mémoire visuospatiale, la mémoire visuelle, qui est de l'autre bord. Fait qu'il y a plusieurs sortes. La mémoire, là, c'est probablement une des capacités les plus compartimentées de nos capacités cognitives. C'est fou. Comme, mettons, les paroles de chansons. Il y en a qui retiennent ça, my God, comme si de rien n'était, puis ils sont pas capables d'étudier 2 pages. C'est fou, là, ou retenir ce que le prof dit. C'est tellement compartimenté. Moi, quand j'étais aux études, j'en revenais pas comment c'était compliqué la mémoire. C'est vraiment compliqué. Mais ceci étant dit, moi, je te crois tout à fait parce que même si tu as des ondes lentes ici, ça veut pas dire que ta mémoire des visages puis des noms est touchée. Tu sais, comme je te dis, ça dépend de la profondeur. Ça dépend où l'anomalie, puis je peux pas être plus précise que ça. OK. OK. Fait que mettons. Donc, si je veux améliorer ma vie, on va partir de la situation comme la photo de mon cerveau nous indique que j'ai une difficulté au niveau de la concentration du focus, puis possiblement au niveau de la régulation des émotions. Est-ce que j'ai compris ce que tu m'as dit? Exact. Puis que Bon. des fois, tu pourrais ruminer. Ah oui, bien ça, je rumine. Je rumine, tout le monde, c'est fait. Puis, OK. J'ai-tu d'autres problèmes? Euh, un petit peu distraite par ce qui se passe dans ta tête? Dans la Moi, lune, on va dire? j'aime bien dire créative, mais tu fais quoi tu veux. On parle de problème. Moi, je trouve pas que c'est un problème, la créativité. C'est pour ça. Ah, c'est un problème, OK. Mais Mais, c'est pas oui, que. non, non, mais c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis pour moi, même si on replaçait ton offerte en arrière de la tête, là, tu restes très créative. C'est juste que ton cerveau est comme plus en mode créativité qu'en mode focus. Des fois, ben, c'est le temps d'être focus, pas le temps d'être créatif. C'est là où il faut que tu te battes un petit peu contre ça ici quand tu peux juste être focus. OK. Bon, mettons qu'on. C'est tout. Mais je veux dire, c'est assez, là. Mais je veux dire, y en avait-tu d'autres choses à dire sur mon cerveau? Non, c'est vraiment ça. Le OK. reste va super bien. Pour vrai, là, tu as vraiment un cerveau qui fonctionne plutôt bien. Bon, ça, c'est une belle nouvelle. Merci beaucoup. Mais mettons Oui. quelqu'un qui a un TDAH ou un TDA, évidemment, les images vont être différentes. Puis, Mhm. ça va être le même genre d'entraînement, quelques heures pendant un certain moment pour créer un nouveau circuit pour les mégahertz que tu as parlé, pour soit ils se réveillent ou soit qu'ils se calment. C'est ça. OK. Exactement. C'est soit qu'on diminue des fréquences qui sont trop présentes dans certaines régions, soit qu'on augmente d'autres fréquences qui sont pas assez présentes dans les mêmes régions. Bon, puis tu m'as dit que ça pourrait me prendre jusqu'à 25 heures d'entraînement. Parce que visiblement, Environ, oui. 25 heures, c'est beaucoup ou c'est pas. Ah, dis-moi, là, pas, ça va me faire mal, je pense. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Un adulte, en général, qui me consulte, il y en a pour 30-32 heures. Un enfant, 40-45. Fait que c'est Ah, pas beaucoup. OK. C'est Ça ça. veut dire que c'est à 1 heure par semaine? 2 heures par semaine. C'est Et deux. ça, oui, c'est assez contraignant, je te dirais. Tu sais, un entraînement comme ça, là, moi, j'entraîne pas personne qui veut vraiment pas, faut que tu sentes le besoin de t'entraîner parce que c'est un effort. Tu sais, c'est 2 fois 1 heure par semaine. C'est un horaire qui est fixe.
techniquement, du neurofeedback, là, c'est du conditionnement opérant des ondes cérébrales. Fait qu'il faut, je vais renforcer ce que je veux voir apparaître, puis je vais ignorer ce que je veux voir disparaître dans ton cerveau. C'est aussi simple que ça. C'est à ça qu'elle sert la chanson puis les vidéos. Mais pour favoriser le conditionnement, l'apprentissage de ton cerveau par conditionnement, ben, il va falloir que, idéalement, je te vois toujours aux mêmes heures, les mêmes jours. Fait que ça peut être, je sais pas, moi, le mardi à 8 heures, puis le vendredi à 1 heure, mais ça va toujours être ça. Parce que ton cerveau, éventuellement, il va s'attendre à avoir du neurofeedback. Pareil comme il s'attendrait à ce que tu ailles courir ou que tu prennes ton médicament si tu prenais un médicament. Puis, Ouais, ouais. fait que c'est ça. Fait que là, on s'embarque là-dedans de façon constante et régulière, je dirais. C'est un gros engagement, mais c'est une offre différente que la médication. Exactement. En fait, la grosse différence, c'est qu'en neurofeedback, on corrige la situation en partie ou en totalité, dépendamment des cas qui se présentent à moi, là, puis du cerveau de la personne, puis de son engagement à changer. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. C'est vraiment, c'est ça, il n'y a pas d'effet secondaire. Puis à la fin, quand c'est fini, ben, ce qui est acquis, comme je le disais. La médication, moi, je suis pas du tout contre la médication, maintenant que je suis rendue, je veux dire, je suis rendue grande, puis que mes enfants sont grands. Mais en fait, c'est que la médication peut faire partie d'un plan de traitement. Moi, je trouve que la médication, parfois à court terme, a vraiment son utilité. Tu sais, à ce temps-ci de l'année, au mois de mars, au mois de février, qui vient de finir, il y a des enfants là qui sont sur le point d'échouer leur année scolaire. Là. Ben, des fois, de mettre en place une médication mars, avril, mai, juin, c'est peut-être assez pour sauver leur année scolaire. Et parallèlement à ça, mais il faut faire d'autres choses. Moi, je trouve qu'avec la médication, la pire chose, c'est de ne faire que ça, en mettant rien d'autre en place. Tu sais, un enfant, ou mettons, on prend un adulte qui a un trouble anxieux, qui est en dépression majeure. Il y en a là en masse ces temps-ci. Mais si ces personnes-là font juste prendre un antidépresseur, ça se peut que l'anxiété revienne quand ils vont l'arrêter, puis ça se peut que la dépression revienne aussi quand ils vont l'arrêter, puis ça se peut qu'ils ne soient pas capables de l'arrêter. Fait que c'est important de faire une démarche en psychothérapie la plupart du temps pour essayer de comprendre ben, pourquoi je suis en dépression, puis pourquoi je suis anxieuse, puis qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Des fois, il faut ajuster son mode de vie, son hygiène de vie. Fait que c'est important. Ça fait comme partie d'un gros plan. Mais pour moi, la médication, c'est jamais une solution à long terme. C'est quelque chose qu'on prend à court ou à moyen terme, mais jamais à long terme. Je comprends. À moins d'être obligé. À moins d'être obligé là, pour différentes raisons. Je comprends. Est-ce qu'on a terminé avec mon cerveau? Absolument. Je vais l'enlever. Je nous ramène. Je nous ramène ensemble parce que c'était vraiment beaucoup d'informations, honnêtement. Tu sais, je savais, quand on s'était parlé la première fois, j'étais comme, de quoi elle parle? Là, c'est un petit peu plus clair. J'arrive à comprendre la création de nouveaux circuits pour, mettons, quelqu'un qui a un TDAH. Là, je comprends que ça touche le visuel, l'émotionnel, l'auditif. Je comprends que c'est de l'activité dans le cerveau oui. qui est soit trop forte ou soit pas assez forte pour certains moments ou certaines choses. Ben oui. Puis que quelqu'un qui fait de l'anxiété, mettons, comme moi, j'avais déjà fait de l'anxiété auparavant. Quand j'avais des grosses crises de panique ou de l'anxiété, c'est qu'il y avait un circuit qui se fabriquait. Oui. Avec méditation, calme, marche, whatever, là, tu sais, j'ai réussi à transformer mon état, donc ça paraît mieux dans mon cerveau qu'avant, mettons. Exactement. Tu sais, moi, j'ai fait un projet de recherche quand j'étais... en fait, j'ai participé à un projet de recherche comme assistante, si on veut. Je gérais le laboratoire où j'étais, du directeur où j'étais. Puis, un des projets qu'on a fait qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a demandé à des femmes qui avaient une phobie spécifique des araignées de venir, puis on les a scannés avant, toujours avec la même technique, c'est de la résonance magnétique fonctionnelle, pour ceux qui connaissent ça, mais ça te permet de voir ce qui se passe dans ton cerveau pendant que je te fais faire quelque chose. Donc, ces femmes-là, on leur présentait des vidéos d'araignées pendant qu'on les scannait. Fait que, écoute, le cerveau était activé au complet. Toutes les régions qu'on dit émotionnelles dans le cerveau de quelqu'un, là, c'était fou. C'était comme un gros sapin de Noël qui flashait quasiment. Leur cerveau était là, ultra activé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué la thérapie cognitivo-comportementale pendant, si je me rappelle bien, ça fait longtemps, je pense que c'est 8 semaines. Fait que pendant 8 semaines consécutives, on les a désensibilisés. Donc, on leur a montré des images d'araignées. Là, même au début, il y avait un cartable avec des images, des photos d'araignées dans le cartable. Le cartable n'était pas ouvert, puis il y avait déjà des participantes qui pleuraient à l'idée de savoir qu'il y avait des images d'araignées dans le cartable. OK?
pour te dire de où on partait. Là, on a ouvert le cartable. Là, il regardait les photos. Là, après ça, il a fallu qu'il touche aux photos. Après ça, on est passé aux vidéos sur une télé. Après ça, il fallait qu'il touche à l'écran de la télé. Éventuellement, on a fait venir une spécialiste d'insectarium qui est venue avec des araignées, une belle grosse tarentule, expliquer comment que les araignées, en fait, ils voient 1 centimètre en avant d'eux autres, sont bien plus en danger que nous autres quand on est dans la même pièce parce qu'ils savent même pas qu'on est là. Elle nous a expliqué pourquoi ils restent tout le temps pris dans l'évier. C'est juste parce que leurs pattes glissent, puis ils adorent l'humidité. Fait qu'ils sont attirés par les douches, par les bains, par les éviers, mais ils sont plus capables de sortir une fois qu'ils sont rentrés dedans. Fait que c'est pour ça qu'on en trouve dans nos douches puis dans nos éviers. Bref, on a passé à travers toutes les étapes de la thérapie cognitive comportementale, donc la psychothérapie classique, puis on les a scannés après. Mais après, toujours en montrant les mêmes vidéos d'araignées, ben là, tu avais juste le système visuel qui était activé, puis toutes les régions émotionnelles de leur cerveau s'activaient plus parce que ces femmes-là avaient vaincu leur phobie des araignées. C'est Fait ça, que, tu sais, physiquement, c'était plus les mêmes symptômes non plus. pas en tout. Il n'y avait plus rien. T'sais, puis même, il y a des participants qui se sont achetés une tarentule suite au projet de recherche. Finalement, tu sais. Fait que, pour te dire, fait que de modifier le fonctionnement du cerveau, ça se fait dans les deux directions. Ça se fait par des choses qui sont à l'extérieur de nous, comme par exemple une psychothérapie, comme de l'activité physique, comme bien manger, comme dormir suffisamment, comme méditer, comme faire du yoga, comme respirer, comme faire de la cohérence cardiaque. Puis ça se fait en travaillant directement dans le cerveau pour modifier les circuits qui fonctionnent pas de la bonne façon. C'est juste que il y a des choses qui se corrigent pas tant que ça par la méditation, des moyens extérieurs. Il y a des limites à ces méthodes-là aussi. Puis souvent, ben, les adultes ont essayé bien des affaires avant de venir me voir, puis ils sont comme au bout de leurs moyens. Fait que là, ils cherchent d'autres choses pour s'aider. Fait que là, ils arrivent à moi. Mais les enfants, ben, tu sais, tu veux corriger un TDAH, là, c'est sûr que si tu médites des heures et des heures, tu vas finir par améliorer la qualité de ton attention, mais un enfant de 8 ans, méditer des heures et des heures dans une semaine, là, ça arrivera juste pas. Fait que c'est là où il faut penser à d'autres choses pour les aider. Ah, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est clair que je ne catch pas tout, mais non, mais tu sais, je pense que les mégahertz puis tout ça, là, ça, c'est pas. Tu sais, mes Pas si neurones ils devaient dormir, là, parce qu'il y a des bouts par rapport au nombre de hertz que tu parlais, là, tu sais, les 4, oui, 5, 13, ça, je oui. suis pas sûre d'avoir compris. En Mhm. fait, je suis sûre que j'ai pas compris. Mais, OK. mais quand même, ça me donne vraiment une meilleure idée de ce que tu fais parce que, tu sais, genre, je partais de loin, là. Je comprenais pas du tout. Fait que Mhm. merci beaucoup pour ça. Je suis en train de comprendre aussi ce que tu voulais dire tantôt quand on parle des limitations du cerveau, tu sais, c'est le courant électrique qui peut être limité ou plus fort en quelque part, puis que ça se module pour être plus fonctionnel, plus efficace, puis de brûler moins d'énergie inutilement, là, si je comprends Ah, bien. oui, absolument. Tu optimises vraiment tu rends ton cerveau plus efficace. Fait que s'il est plus efficace, tu as plus d'options. Puis, il faut vraiment bien se comprendre, le neurofeedback, c'est pas une panacée universelle. Il n'y a pas un traitement magique là, qui règle tout. Puis, le neurofeedback, c'est pas un traitement magique qui règle tout. Vraiment pas. Mais ce pourquoi c'est efficace, c'est vraiment efficace. C'est dans ce sens-là que moi, je l'utilise, en tout cas. Ouais, mais puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que il y en a vraiment beaucoup de gens là, qui sont pas intéressés par la médication. Oui, oui, c'est vrai. C'est Et vrai. il n'y a pas d'effet secondaire. Fait que, tu sais, juste pour ça, OK. moi, je trouve ça extraordinaire. Mais ce qui est à considérer, c'est l'engagement. Oui, absolument. Puis il y a aussi les coûts, hein, parce que veut pas, c'est 120 $ de l'heure, ça vient vite, là. C'est Oh, remboursable en psychologie. Oui, oui, oui. C'est remboursable en psycho. Les gens qui ont des assurances en psychologie, c'est couvert là, pour la très, très grande majorité des programmes d'assurance. Mais il faut penser à ça. C'est moins cher que des broches, mais c'est quand même pas négligeable comme coût. Donc, il faut calculer nos affaires comme il faut. ouais, c'est ça. Ben, de savoir que, mettons, tu as un TDAH, puis, mettons, on peut dire 2, 3 mois de traitement, là, je vais vite, là, Oui, mais oui. tu n'as plus de TDAH, puis tu n'as pas eu d'effet secondaire, puis tu n'as pas eu à tester les médicaments, en avoir plus, en avoir moins. Tu sais, fait que c'est à peu près C'est ça, ça. là, 3 mois, là, le nombre d'heures, là. Pour un adulte, 3 mois et demi, puis dépendamment de où on part, ben, ça se peut que je sois pas capable de te ramener à 100%, mais moi, dans ma pratique à moi, quand tu pars avec
4 capacités sur 4 en bas de la moyenne, ben j'ai à peu près 80% de mes clients qui vont finir avec 3 capacités sur 4 dans la moyenne. Fait que ça se peut qu'il te reste une petite lacune à quelque part, mais par rapport à où tu es parti, normalement, si les 3 quarts de ton attention fait la job, tu vas être capable de compenser pour le petit bout qui est pas correct. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, je n'avais pas de TDAH, puis j'en avais un petit bout qui ne marchait pas, puis c'était correct, puis je me trouve pas si pire. C'est ça, Hey, exactement. ben, merci beaucoup pour les gens qui veulent en savoir plus sur la neuropsy et les offres que tu proposes et les services que vous avez. Vous avez plusieurs cliniques, là, je vais marquer. Le site internet Parfait, ouais. On a un neurodesign.com. bureau à Laval, c'est ça, à Laval et à Brossard, c'est là qu'on est. Bon, mais parfait, je vais marquer ça. Puis si tu veux que je laisse tes coordonnées pour les gens, je les laisserai. Puis si tu veux pas les donner, ben je les donnerai pas. C'est bien correct. Mais en fait, Wow. je te dirais, c'est mieux de laisser le numéro de la clinique ou mon courriel parce que je suis tout le temps en rendez-vous. Fait que les gens réussiront pas à me rejoindre, malheureusement. Mais par courriel, par exemple, je vais répondre au courriel, ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est juste que je peux le faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Fait que ça, je suis capable de le faire. Mais les appels, les gens me rejoindront pas, c'est sûr. Je suis vraiment dure à rejoindre le jour. OK. Ben écoute, un gros merci, Joanne. J'en reviens pas. Là, je sens que mes neurones, ils ont comme. Ils ont passé au feu. C'est beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mélanie. C'était vraiment le fun de Merci me donner beaucoup. cette opportunité-là. Ah, mais t'es fine. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer parce que, tu sais, vraiment, ça m'intéressait, mais là, c'est un petit peu plus clair. Je suis contente. Oui. Ben, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci, Bye. bye bye.